Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Et justement, ni famille d'accueil, ni déficient visuel cette fois-ci, puisque dans cet épisode, je vous présente Thibaut, qui est aujourd'hui éducateur de chiens guides d'aveugles à l'École nationale d'Irlande. Fort de son investissement en tant que bénévole auprès de l'École des chiens guides de Paris, Thibaut se reconvertit en tant qu'éducateur de chiens guides d'aveugles. Mais comment devient-on éducateur de chiens guides d'aveugles ? Et quels sont les contours de ce métier bien plus social que ce qu'on le pense ? Thibaut nous raconte alors son parcours, de bénévole sensibilisé au monde du handicap au métier d'éducateur, en passant par la formation et les équipes qui lui ont permis de se construire. Il nous parle aussi des chiens qu'il a éduqués, dont certains ont déjà été au cœur d'épisodes de ce podcast, et revient également sur ce qui l'a mené à exercer jusqu'en Irlande. Et maintenant, bonjour Thibaut. À l'épisode. Bonjour Estelle. Merci de m'accorder ce temps précieux dans ton emploi du temps qui est, je le sais, très chargé. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors je m'appelle Thibaut, je suis éducateur de chiens guides à l'école d'Irlande, IGBD, Irish Guide Dogs for the Blind. C'est une école nationale qui délivre donc des chiens guides dans tout le pays. Je suis également au sein de l'école de chiens guides d'Irlande responsable d'une équipe d'éducateurs et de moniteurs de chiens guides. D'accord. Et je suis aussi apprenti coordinateur, donc je m'occupe du programme et de la formation des jeunes futurs éducateurs. D'accord. Bon bah écoute, on voit que tu as déjà beaucoup de casquettes. Pour comprendre un peu comment tu en es arrivé là, est-ce que tu peux nous raconter quand et comment les chiens guides d'aveugles sont entrés dans ta vie ? Alors, j'ai pas une super mémoire, mais des années. Mais je sais que ça a commencé au collège. J'ai une amie qui était, comme toi, qui était famille relais. D'accord. Et donc qui prenait des chiens chez elle le week-end. Mmh. Et donc régulièrement, on allait détendre les élèves chiens guides au bois de Vincennes. Ok. Pendant ce temps à ton collège, tu as côtoyé du coup des élèves qui étaient en famille d'accueil chez ton ami. Ouais, c'est ça. Et tu avais un peu des idées de métier par rapport aux chiens ou Non. Comment ça s'est arrivé tout ça ? Non, pas du tout. En fait, pas du tout. C'était par hasard, vraiment, ces rencontres avec ces élèves chiens guides, c'était vraiment, c'était par cet ami-là. C'était intéressant parce que je connaissais pas du tout le monde canin. Mmh. Je n'ai jamais eu de chien à la maison. Ensuite, si je continue un petit peu le déroulement lycée, j'ai pas eu de contact avec l'école de Paris. Pendant mes années d'école d'ingénieur non plus. Je me suis plutôt orienté vers l'apprentissage de la langue des signes française. D'accord. Je suis parti vivre à Vancouver au Canada et quand je suis revenu sur Paris, j'ai travaillé dans une société de développement logiciel pour des grandes entreprises financières. Là, j'ai commencé je sais pas vraiment pourquoi en fait, mais j'ai commencé à faire du bénévolat à l'école des chiens guides de Paris. J'ai jamais été un gros geek, un gros passionné d'informatique. Ça m'a apporté beaucoup de plaisir d'apprendre la langue des signes française. J'adorais être dans ce milieu-là, rencontrer des nouvelles personnes. Et quand j'ai fait du bénévolat donc à l'école de chiens guides de Paris, je trouvais que c'était des moments super agréables, des rencontres très sympas. Donc j'ai continué, je crois que pendant 1 an, c'était beaucoup de détente, c'est pas toute forme de bénévolat. La majorité du temps, c'était le mardi après-midi. C'est vraiment un groupe de bénévoles, qui se retrouvent avec des maîtres de chiens guides à l'école de Paris. C'est des groupes, je dirais peut-être une dizaine de personnes. On va détendre les chiens dans le bois de Vincennes, donc on est en binôme. Vraiment, j'avais adoré. Donc pendant cette année-là, j'avais pris tous mes RTT, mes congés. Je faisais ça, je trouvais ça super cool. J'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, de ces détentes collectives qui sont organisées du coup par l'école de Paris. Donc comme tu le dis, c'est des moments qui sont très conviviaux et qui permettent
aux personnes déficientes visuelles qui sont bénéficiaires du coup de ces chiens guides d'aller au bois de Vincennes, parce que c'est le bois qui est à côté de l'école, pour du coup laisser un grand moment de liberté qu'on appelle la détente à leurs chiens, sous surveillance du coup de ces bénévoles comme tu l'étais toi, voyants, ce qui permet de déléguer la responsabilité et de passer un très bon moment, puisque en général, comme tu le dis, c'est un groupe avec des binômes qui sont formés non pas entre chiens et maîtres, mais entre maîtres et bénévoles du coup. C'est ça. Et donc tu t'étais rapproché de l'école des chiens guides de Paris parce que tu connaissais celle-là du coup via ton ami à l'époque. Ouais, j'étais parisien surtout. D'accord. Bon, et alors quand s'est passé le changement de cap? Eh bien, je sais plus exactement combien de temps je suis resté bénévole, mais l'école de chien guide recherchait un éducateur et ils m'ont proposé le poste. Je t'avoue qu'à cette période-là, je savais pas du tout les différents postes qu'il y avait à l'école. Je crois qu'ils m'auraient proposé un poste de jardinier, je crois que je l'aurais pris. Parce que vraiment juste, je prenais plaisir à être avec ces gens, puis vraiment de me sentir un peu utile, d'aider ces personnes-là. Et puis le contact avec les chiens, j'adorais ça aussi. Ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'est un truc très simple, c'était de me réveiller le matin et puis de prendre plaisir à aller au travail. C'est vraiment ça qui m'a motivé. Et comme je prenais du plaisir à aller à chaque fois à l'école de chien guide, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier, quoi, tout simplement. Ok. Donc j'ai posé un CV qui, je t'avoue, devait être sûrement un peu léger vu que j'avais jamais eu de chien, puis j'avais jamais eu d'expérience dans ce milieu. Mais je pense que j'ai réussi à avoir un essai. D'accord. Parce qu'ils me connaissaient, quoi, parce que j'ai passé beaucoup de temps. T'étais déjà très impliqué dans l'école. Puis après, l'essai s'est bien passé, malgré le fait que je n'avais pas de compétences dans l'éducation du chien. Moi, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux raisons. Il y a la grande majorité des éducateurs, ils viennent par amour du chien, pour travailler avec l'animal. Et moi, je suis plutôt rentré par l'autre porte. Je voulais travailler dans le monde du handicap. C'est un peu pour ça que j'avais commencé à apprendre la langue des signes. J'avais commencé déjà à être bénévole dans pas mal d'associations avec des personnes sourdes. Et donc, je voulais à la fois avoir un métier utile, passionnant, et puis qui ait vraiment un sens au quotidien et qui me permet si je peux être utile pour quelqu'un, tant mieux. D'accord. Donc oui, c'est plus ce côté diversité. À la base, c'était pour travailler avec les personnes déficientes visuelles, vraiment. Ce qui est peut-être important pour les auditeurs, c'est que les personnes qui pourraient être intéressées par ce métier-là, c'est important qu'ils sachent que ce métier, c'est pas, contrairement à son appellation, c'est pas seulement être éducateur de chien guide. C'est qu'une partie, c'est vraiment même la moitié, je dirais, de notre métier. Si les futurs éducateurs n'ont pas justement cette volonté d'aider les personnes déficientes visuelles, ils vont pas être heureux dans ce métier. L'éducation du chien, c'est qu'une partie, c'est sans doute la plus facile, et vraiment, c'est pas la finalité en soi. C'est-à-dire qu'on éduque des chiens pour une autre personne. Donc c'est important que les gens qui écoutent ça, qui voudraient peut-être s'orienter là-dedans, comprennent que c'est très important dans ce métier d'avoir cette sensibilité-là aussi vis-à-vis des personnes et en général du handicap en général. Du coup, ça fait beaucoup écho parce que je sais pas si tu le sais, mais j'ai eu l'idée d'être éducatrice de chien guide quand j'étais, c'était à la fin de mon collège, moi aussi, quand je me posais un peu des questions sur mon orientation, si ce n'est qu'à l'époque, le métier de veto était celui que j'avais en tête et qui m'a permis de garder le cap pendant un certain moment avant de bifurquer vers tout ce qui était agro. Et même les familles d'accueil et les familles que j'ai interviewées qui sont dans la sphère bénévole le disent, au final, on n'est pas que avec un chien. On fait pas que éduquer un chien, il y a toute une sphère et une finalité qui est un peu plus large que juste le chien en tant que tel, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est aussi, comme il y a beaucoup de familles d'accueil, je pense, qui t'écoutent, je pense que c'est une notion aussi qui est très importante pour les familles d'accueil. Les familles d'accueil, souvent les plus investies, c'est celles qui vraiment ont pas seulement cet attrait pour l'éducation du chien, mais vraiment pour être là dans cette optique d'une mission commune pour la personne déficiente visuelle, quoi. Cet objectif commun, ouais. Oui, et puis d'ailleurs, par mes diverses expériences, c'est vrai que je m'étais jamais fait cette réflexion-là, mais je suis tout à fait d'accord. Il est vrai que les familles d'accueil qui ont eu un peu plus de mal, en dehors du départ du chien et de tout ça qui est inhérent à notre rôle de bénévole, mais qui ont eu un peu plus de mal à s'épanouir, on va dire, dans cette aventure et à recommencer éventuellement,
sont en effet celles qui n'avaient pas forcément perçu cette finalité comme le but commun à tous, quoi. Ouais. Enfin, je pense que tu l'as constaté, mais tu vas nous en dire plus. Du coup, on s'est arrêté donc à cette candidature pour devenir éducateur à l'école des chiens guides de Paris. Ouais. Alors, on imagine que tu as réussi l'entretien. Comment ça s'est passé ensuite ? Oui, je me rappelle très bien. Souvent, j'en parle avec parce que comme je suis devenu un formateur, j'en parle souvent à mes élèves futurs éducateurs. Il y a une marque très forte du premier appel de la réponse positive. Et moi, je me rappelle très bien. C'était au supermarché et c'est vraiment un moment qui marque les esprits. Et j'ai demandé ça à tous les élèves avec qui j'ai pu discuter et tout le monde se rappelle exactement l'heure, la date, le lieu à lequel on a été embauché. C'est vraiment un moment important. Après, je suis rentré à l'école de Paris. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu la chance de commencer par cette école-là parce qu'elle m'a appris énormément. Je suis rapidement rentré dans la formation organisée par la FFAC, la Fédération française des associations de chiens guides. Mais j'ai quand même eu le temps avant ça de passer par les différents pôles. Donc j'ai passé du temps avec le pôle de l'élevage et j'ai passé beaucoup de temps avec le pôle des familles d'accueil, justement. D'accord. Donc j'ai pu travailler avec Capucine, Corinne et Émilie, que tu connais peut-être. Oui, en effet. Voilà, ça a été très enrichissant. C'était vraiment pour moi une des meilleures périodes de mon expérience à Paris parce que ça m'a appris énormément. Le fait d'être éducateur en famille d'accueil, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. On apprend énormément sur le chien, sur le chiot même. Ça m'a été très utile ensuite pour mon job d'éducateur. Parce que du coup, c'est vrai que ça, j'ai pas forcément revenu précisément dessus, mais alors au sein de l'école, il y a beaucoup de rôles très différents en tant que salarié. Ouais. Et par rapport à l'éducation du chien guide, parce qu'il y a des rôles support, administratif, locomotion, ça on en a parlé un petit peu avec Justine la dernière fois, puisqu'elle avait dû prendre des cours de locomotion. Mais même au contact des chiens, donc il y a le pôle famille d'accueil dans lequel, tu me dis si je dis des bêtises, mais sont les monitrices, donc qui sont les éducateurs qui accompagnent les familles d'accueil. Et ensuite, il y a la déclinaison éducateur de chien guide, qui est éduquer le chien une fois qu'il rentre en éducation. Et là, c'est du temps plein avec le chien. C'est ça. C'est bien ça ? Oui, alors après, il y a différentes organisations en fonction des écoles en France. J'imagine. Et même à l'étranger, tout le monde s'organise un peu différemment. Rien qu'en France, chacun, comme tu le dis, a son organisation très différente. Voilà. Du coup, toi, quand tu parles de cette expérience au sein du pôle famille d'accueil, c'est que tu as commencé par un peu aller explorer ce qui se passait du côté du lien avec les familles d'accueil qui ont des chiots entre les 2 mois et les 1 an du chien. C'est ça. Et ensuite, tu es passé dans la sphère pour laquelle tu avais postulé, d'éducateur de chien guide alors avec les chiens à temps plein, c'est ça ? Oui, ensuite, après, la période d'éducation, là encore une fois, il y a différentes organisations. Il y a le début de l'éducation et la fin d'éducation. L'école de Paris, donc actuellement, c'est une éducation qui fait 6 mois et donc l'éducateur récupère le chien directement du moniteur de famille d'accueil pendant les 6 mois jusqu'à la remise, puis le suivi. Donc tu as fait donc la formation auprès de la fédération, donc ça se passe autour de Lyon. Du coup, cette formation ? Oui, alors la formation organisée par la Fédération française des associations de chiens guides, elle dure 4 ans. C'est une formation qui n'est pas à plein temps, donc c'est des sessions de 2 voire 3 semaines. On est, oui effectivement, on est en dehors de l'école, on travaille. C'est une formation qui est super parce qu'elle regroupe vraiment toutes les écoles de chiens guides de France. Tous les élèves ou les futurs éducateurs de chiens guides se retrouvent dans une promotion pour obtenir ce diplôme d'éducateur de chiens guides. Cette formation, elle est vraiment d'une très grande qualité parce qu'elle est donnée par des professeurs extérieurs à l'école et à la fois on a aussi le contact avec d'autres élèves d'autres écoles, donc ça veut dire qu'on peut vraiment échanger, on peut se faire des amis. C'est vraiment 4 années où j'ai vraiment passé un très bon moment, quoi. Et puis c'est des petites promotions puisque en fait la particularité de ce métier c'est que on postule et ensuite on se forme. C'est l'école qui t'a recruté qui t'envoie en formation. Sinon sur le terrain il y aurait beaucoup trop d'éducateurs de chiens guides d'aveugles par rapport aux besoins des écoles. Et de ce fait c'est des promotions qui sont assez restreintes. C'est une 10-15 de. Ouais, ça varie. Ça varie. Moi je sais c'était une petite promo dans laquelle j'étais, mais ça peut aller jusqu'à 10-15, ouais.
Tout le monde beaucoup de gens rêveraient en tout cas d'être éducateur de chien guide, mais le prérequis, c'est d'être embauché par une école qui nous envoie dans cette formation. Oui, c'est ça. C'est important de le dire aussi pour tes auditeurs, c'est que il faut vraiment être embauché par une école. Et ensuite, c'est l'école qui décide si elle t'envoie ou si elle t'envoie pas, ou quand elle t'envoie en formation. Et qui, du coup, petit détail pratique, qui te paye ta formation. Ouais, c'est ça. Et c'est pas uniquement à Lyon. Les 2 premières années qui sont à Lyon et les 2 suivantes, elles sont à Paris, à la Fédération des aveugles de France. C'était pratique pour nous, parce que du coup, c'était chez nous, c'était à Paris. En fait, c'est coupé un peu. Les 2 premières années, c'est vraiment l'étude de l'animal, l'étude du chien. On a beaucoup de cours sur la zoologie, l'éthologie, le développement du chiot, tu vois, toutes les thérapies, les techniques d'apprentissage. Mais pas que, il y a beaucoup aussi c'est pour ça que cette formation, elle est complète, parce qu'on a aussi des cours de management, de communication, de conduite de réunion. On a aussi des cours d'informatique, des cours d'anglais. Ils m'ont bien servi aujourd'hui. Et puis là, les deux années suivantes, donc l'année 3 et 4, elles sont plutôt centrées sur la déficience visuelle. Donc on a énormément de cours de locaux par des instructeurs en locaux de la Fédération des aveugles de France. Donc en locomotion, hein, pas en train. Ouais, excuse-moi, en locomotion, ouais. On a des cours sur des cours de psychologie, on a des cours d'autonomie dans la vie journalière, par exemple, sur la législation, la sociologie, l'accessibilité, c'est très complet, quoi. Ouais, des cours d'ophtalmo, il y a vraiment de tout, quoi. Donc c'est très très complet, et puis à la fois donc il y a des intervenants extérieurs, donc ça enrichit, je trouve, la formation. Elle est à la fois pratique parce que première année très 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 théorique, la deuxième année plus pratique, la troisième est théorique donc sur la cécité, la quatrième est repratique aussi avec beaucoup de locomotion. C'est équilibré et c'est complet. C'est une bonne formation. J'ai été très content de passer ces années-là. En tout cas, on l'entend hein, dans ce que tu nous racontes, que en effet c'est très complet, que c'est vraiment une très bonne formation. C'est au sein des écoles de chien guide que ça se passe pour partir dans cette formation. Tu disais, toi, le CV était pas très long sur le côté canin, mais je conseille souvent à des gens qui sont intéressés par cette profession-là de s'intéresser au monde canin et à l'éducation, dans l'attente éventuelle de pouvoir être recruté par une école, parce que les écoles n'ont pas des besoins très élevés tous les ans, quoi. Moi, je conseillerais plus de faire peut-être du bénévolat avec les personnes, tu vois, c'est pas... D'accord. Je crois que le profil de personnes qui sont vraiment attirées par l'éducation du chien, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y a moins de profils de personnes qui veulent vraiment travailler avec des personnes déficientes visuelles. Donc, je pense que c'est un bon atout. Ok, merci pour ce petit conseil au passage. Et puis ça permet de voir tout de suite si ça te plaît ou pas, ce métier. Oui, et c'est vrai que dans mes échanges, j'ai beaucoup de personnes qui me posent cette question, comment on devient, et c'est pour ça aussi que je tenais à avoir et plusieurs éducateurs qui viendront aussi sur ce podcast, pour avoir voilà, une découverte vraiment du métier qui, comme tu le dis, hein, j'en apprends encore, est vraiment riche, pas uniquement sur le côté canin, mais sur le côté humain. J'en doutais pas, mais j'en ai encore appris beaucoup. Même si les chiens guides d'aveugles sont passionnants et de les voir travailler, c'est vraiment exceptionnel de voir tout ce qu'ils sont capables de faire. Dans le métier d'éducateur de chiens guides d'aveugles, il faut pas oublier, comme tu le disais, la finalité et tous les liens que tu as à faire au quotidien avec ces personnes-là, dans le cadre des remises, dans le cadre de plein de temps forts, en tout cas des écoles de chiens guides. Oui. Alors du coup, ces 4 années t'ont mené au métier d'éducateur. Voilà, c'est un diplôme reconnu au niveau 5. Voilà, ensuite, une fois que tu es éducateur de chien guide, donc tu peux remettre des chiens guides en autonomie à des personnes déficientes visuelles. Comment ça s'est passé pour toi du coup à l'école de Paris? Tu as commencé à éduquer tes premiers chiens, donc après de ces 4 ans-là? Oui, alors il y a, comme je te l'ai dit, la formation elle est en alternance, donc du coup je commençais déjà à éduquer des chiens pendant la formation. Et puis pour avoir ton diplôme, il y a un certain nombre de chiens que tu dois former, que tu dois remettre au début avec ton tuteur, après en semi-autonomie, après en autonomie. Donc il y a toute une progression pour atteindre l'autonomie totale et que tu puisses à la fois éduquer et remettre tes chiens tranquillement. Oui, quand j'ai eu mon diplôme, je sais plus exactement. Ce que je peux te dire, c'est que comme j'ai écouté ton podcast et avec Audrey, Famille d'accueil. Ouais, du début de mois de janvier. Ouais, alors c'est marrant. Son premier chien guide, c'était Ginka, et voilà, moi mon premier chien guide Romy, c'était Ginka. Voilà. Ouais.
D'accord. Donc, je me rappelle très bien, du coup, c'est un très bon souvenir, c'est quelque chose d'assez émouvant. Ginka, c'était une crème, forcément. Donc, c'était un bon souvenir, ouais. Donc tu as progressivement remis des chiens guides, Ouais. donc en commençant par Jinka et puis il y en a eu plein d'autres. On a aussi parlé de Loya. Arthur nous en a beaucoup parlé dans le podcast et ça fait partie des chiens que tu as éduqués également. Est-ce que tu sais, sans vouloir te comparer ou faire un challenge, mais combien à peu près de chiens guides tu as éduqués Voilà. pendant ces périodes à l'école de Paris? Je pourrais pas te dire, je vais dire un chiffre, je sais pas. Je pense qu'il y a des éducateurs qui doivent compter, mais je compte pas du tout. Parce que c'est environ 5 à 6 par an, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, Bon. du coup, une trentaine, je dirais. Ouais, c'est 30 binômes du coup formés avec des profils, je pense, très différents, autant des chiens que des maîtres. Bah oui, effectivement, ouais. Bah là, si tu parles uniquement de Jinka et Loya, effectivement, ouais, c'est deux chiens complètement différents avec des personnes complètement différentes. Et tant mieux. Mais à la fois, ils ont quand même quelque chose de commun, c'est que ce sont des gens qui sont quand même assez extraordinaires. Extraordinaires par leur courage, leur persévérance, leur patience. On apprend énormément. On apprend des chiens par leur tolérance et leur amour inconditionnel, mais à la fois énormément aussi avec les personnes qu'on rencontre. C'est des gens qui te donnent un plaisir, le goût de la vie, quoi, tout simplement. Mhm. C'est très enrichissant. Bah, j'imagine déjà à mon petit niveau, je suis très enrichie de toutes ces rencontres-là. Mais alors, j'imagine que en plus, quand on a un lien fort, comme tu peux l'avoir dans le cadre d'une remise, hein, parce que ça transforme quand même des vies de ces maîtres-là pour certains, ça peut être, oui, c'est quand même quelque chose de très fort en tout cas à vivre. Ouais. Donc il y a eu Jinkai, Loya, et on a parlé aussi, il me semble que Mayotte était aussi tout à coupe, et puis il y en a eu plein d'autres, du coup, comme tu nous le disais. Et tu m'as aussi raconté que tu connais un petit peu les écoles des autres pays, et comment ça se fait Alors là, je suis donc en Irlande, et avant ça, à chaque fois que j'avais des vacances, j'essayais d'aller dans un pays où je pouvais visiter une école. D'accord. Donc j'ai visité quelques écoles, alors je les ai pas toutes faites, il y en a beaucoup, hein. Mais quand je pouvais, je visitais des écoles. Après, je trouve que il y a une communauté d'éducateurs qui est très solidaire, c'est une communauté que j'aime beaucoup. Toi, donc tu es aujourd'hui en Irlande. Ouais. Ça fait 2 ans, il me semble, que tu es passé en Irlande. Ouais. Comment on en vient à se dire je vais être éducateur dans un autre pays? Je crois que je l'avais toujours signalé un petit peu à mes collègues à Paris que j'avais envie d'une expérience à l'étranger. Mhm. Alors après, je t'avoue que j'ai fait par élimination. Je me voyais pas apprendre une langue étrangère, comme je connaissais déjà un peu l'anglais. J'avais vécu à Vancouver en Canada, donc je me sentais plus proche d'un pays anglo-saxon. Mhm. Puis ça s'est fait en fait par une opportunité où l'école d'Irlande était recrutait un éducateur. J'ai vu cette annonce et puis assez rapidement ils avaient besoin d'éducateurs, donc voilà, j'ai été embauché comme ça, ouais. D'accord. Et tu nous disais c'est une école nationale, donc en Irlande, juste pour comprendre un petit peu aujourd'hui où tu en es. C'est un petit pays, donc du coup il y a qu'une école qui délivre des chiens guides partout dans tous les comtés. Ok. Et donc tu disais que tu as responsabilité d'une équipe d'éducateurs qui t'occupe beaucoup, comme tu me l'as confié. Ouais. En fait, tu as pris la responsabilité d'une petite équipe, l'idée de coordonner un petit peu tout ça. Ouais. Alors aussi, ce qui me plaisait bien à cette école ici, c'est que c'est une école qui fait des chiens guides, mais aussi qui fait des chiens d'assistance pour les enfants autistes. Mhm. Donc ça m'intéressait de voir aussi un autre travail. Comme on est un peu plus nombreux chez les chiens guides, il y a 2 équipes d'éducateurs de chiens guides et puis une équipe d'éducateurs de chiens d'assistance. D'accord. Donc c'est Du coup, c'est pas forcément les mêmes chiens qui sont dans les 3 équipes, enfin ou alors c'est les mêmes chiens qui deviennent et chiens guides et chiens d'assistance pour autistes. Oui, alors dès la période de famille d'accueil, les chiens sont évalués et puis on voit tout de suite le profil du chien, les chiens qui seront plus adaptés pour être chiens d'assistance et les chiens qui seront plus adaptés pour être chiens guides. Donc assez tôt, il y a des tests qui se font dès l'entrée en éducation, donc le chien est orienté dans la voie qui lui convient le plus. Ok, intéressant en tout cas de voir ces 2 activités
En effet, en France, sans parler du spectre autistique, mais il y a l'association Andy Chien qui est du coup plus sur les chiens d'assistance pour vraiment divers types de handicaps. Et puis il y a donc les écoles de chiens guides aveugles qui ont vraiment la spécificité par rapport au guidage qui est un petit peu particulier quand même dans l'éducation du chien. Ouais, c'est ça. Bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu aimerais nous partager dans toute ton expérience avec les chiens guides, quelque chose que tu t'attendais pas forcément à découvrir peut-être? J'ai pu, si il y a une expérience qui m'est particulière, c'est celle où j'ai pu justement allier mon apprentissage de la langue des signes avec l'éducation d'un chien guide. Ah oui? Ouais, parce que j'ai pu éduquer un chien guide à la langue des signes pour une personne qui était sourde et malvoyante. D'accord. Donc oui, effectivement, là, ça c'était une expérience qui était marquante et qui m'a beaucoup plu. C'est une personne en plus avec qui je continuais à avoir le contact, avec qui on est devenus amis, et c'était une de mes plus belles expériences. À la fois, c'était avec Jaguar. Donc Jaguar, c'était vraiment un chien particulier. C'était un chien qui venait de l'école de Nice. Donc là aussi, c'est aussi une belle histoire parce que elle montre aussi que les écoles de chiens guides de France sont coopératives puisqu'elles peuvent échanger des chiens en fonction des besoins des uns et des autres, des différents événements. Alors au début, elle était particulière. Il était particulier Jaguar. Il était drôle parce que c'était un grand dadé, tu vois. C'était quoi comme race de chien? C'est un Labrador. D'accord. Et donc il était massif. C'est le plus grand chien que je crois que j'ai éduqué. Très grand, puis il est un peu pâteau, tu vois. Puis on a l'impression qu'il était vraiment pas super futé au début. D'accord. Et voilà, c'est un très bon souvenir parce que je me suis dit bon bah pourquoi pas lui, on va essayer de. J'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose qui se crée entre nous deux. J'ai investi beaucoup de temps et puis j'ai vu qu'il était assez vite réactif. Donc j'ai commencé à lui apprendre la langue des signes. Et puis il y avait cette dame-là à qui on a fait une remise, qui était une relation qui était au début qui était très très compliquée. Et finalement, je pense que par le chien, par cette remise aussi, je pense que ça a apporté énormément dans sa vie, Jaguar. Et encore aujourd'hui, là par exemple à Noël, quand je suis revenu à Paris, on s'est vu. J'ai pu revoir Jaguar. Donc là, tu as pu vraiment allier ton apprentissage de la langue des signes française avec, du coup, c'est ton métier d'éducateur de chiens guides aveugles. Ouais. Là, effectivement, ça a permis à cette personne d'avoir Jaguar dans les bonnes conditions et tout. Et notamment aussi par l'école de Nice. Donc là, tu vois, c'est plein d'écoles. Finalement, on a pu ensemble faire quelque chose qui était pas mal, que je suis assez fier de ça. Ouais. Alors j'en connais quelques-uns, des binômes qui se sont du coup créés sur les doubles compétences chiens guides aveugles et chiens du coup pour personnes sourdes ou malentendantes, puisque voilà, maintenant que ça a été expérimenté et que ça marche, il y a certains profils de bénéficiaires, de personnes déficientes visuelles qui ont besoin aussi de cette compétence-là. Je sais qu'il y a Damien qui le fait à Toulouse là, qui est pareil, qui est brillant, qui est un super éducateur. Alors moi je connais pas Damien, mais du coup je pense que je connais des chiens qu'il a éduqués, puisque je connais Nice, qui s'écrit Nice mais qui se prononce Nice, puisque j'ai croisé plusieurs fois sa famille d'accueil qui est toulousaine, mais on s'était croisés un petit peu sur Paris. Et donc Nice, une jeune labrador noire qui a été remise en tant que chien guide aveugle et qui aide aussi sur la partie sourd malentendant son maître du coup. Ouais, c'est super ça, belle expérience. C'est vrai que quand on combine le tout, ça fait des chiens encore plus exceptionnels, j'ai l'impression de voir qu'ils peuvent interagir avec toutes ces compétences-là, voilà. Oui, je pense que c'était un beau challenge. C'est une personne qui a besoin d'un chien guide, donc on va tout faire, on va essayer de s'adapter. Et je trouve que l'école de Paris a toujours été dans ce sens-là, d'essayer d'adapter, d'essayer d'éduquer des chiens avec peut-être aussi des races différentes pour essayer de combler un besoin d'une personne. Je trouve que cette adaptation et puis cette ouverture d'esprit à tout le monde, je trouvais ça très intéressant, très intelligent. Tu nous parles des races, du coup je me permets de rebondir sur le sujet puisque je crois que tu avais été fervent défenseur de la race berger allemand. Il y avait eu 4 équipes, je me souviens, pour faire un petit peu parler des chiens guides entre Loya, justement je crois que c'était elle qui représentait les bergers allemands, puis à côté d'autres chiens de 4 races différentes.
Toi, tu as eu différentes races, du coup. Ouais, j'ai différentes races. Et alors, par rapport à ce concours-là, je crois qu'on a perdu. Ah. Mais ça me reste à travers la gorge. Je n'étais plus le même depuis. Mais je sais pas si je pense qu'il y a eu de la triche. Il faudrait qu'on recompte. Il faudrait que, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qui de Meiko, le Labrador beige, Lemmy, le Golden Doodle ou Marley, le Golden Retriever avait gagné? Il faudrait regarder. Je me souviens plus exactement. Je crois que c'est Marley. Mais il faudrait recompter comme les élections américaines. Je pense qu'il faut recompter. Ok, mais en tout cas, oui, j'imagine que tu as pu éduquer plein de races différentes. Oui, berger blanc. Il y a eu beaucoup de bergers blancs à l'école de Paris parce que les bergers allemands sont arrivés un peu plus tard. À l'époque où j'étais à l'école de Paris, il y avait plus de bergers blancs que de bergers allemands. D'accord. Des doodles. Alors il y a une race que moi j'aimais beaucoup, c'était les flatcoats qu'on faisait beaucoup à Paris. Alors à l'époque où j'y étais, on en a plus éduqué, mais on éduquait, l'école de Paris a éduqué des border collies. Je sais que l'école de Toulouse a éduqué des bergers australiens, je crois. Ouais, c'est très enrichissant. Je pense que c'est très enrichissant pour l'éducateur. Ça permet de subvenir à des besoins très différents. Je crois que c'est un peu culturel à Paris, c'est vraiment de se dire que il y a énormément de gens à Paris. Et donc, c'est des gens qui sont quand même très différents et qui ont des besoins très différents. Entre une personne assez âgée qui a très peu de trajets, entre une personne très très active qui prendrait le RER dans les heures de pointe. Donc on a des besoins qui sont tellement différents qu'effectivement éduquer des chiens de races différentes avec des capacités des qualités différentes, et ben ça a un sens quoi. Je trouve que ça a un sens. Et au niveau de l'école en Irlande, vous avez à peu près les mêmes races du coup? Non, on est très porté sur le Labrador et le croisé Labrador Golden. Alors actuellement, j'ai un berger. Par exemple, sur l'école, il y en a qu'un là. Ah oui, on a deux doodles. Un berger et sinon tout le reste, parce qu'il est la grande majorité, parce qu'on a quand même, on y a beaucoup de chiens. Labrador et Labrador croisé Golden. Ok. Bon bah écoute, je vois que le temps tourne. Je vais du coup te poser les quelques petites questions de fin. La première, c'est quelle est ta ou tes plus grosses hontes avec un ou plusieurs chiens que tu as eu en éducation notamment? Bon, je peux t'en donner deux. Je vais commencer par la moins rigolote. C'était pas une honte, mais je peux dire mon échec, parce qu'en plus c'est quelque chose qui va prendre sens avec les différents autres podcasts. Mon plus gros échec à l'école de Paris, c'est justement Mayotte que tu connais. Je sais que Audrey a témoigné de Mayotte, et puis tu as eu Mayotte, soit en famille relais, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. J'étais éducateur de Mayotte. On avait commencé des essais avec une dame. Son comportement de peur vis-à-vis des congénères a tout d'un coup un peu est revenu par un accident, et ce qui a fait un petit peu ressurgir un peu toutes les craintes de Mayotte. Et si je devais dire, mon échec peut-être mon regret, c'est d'avoir essayé de persister un petit peu. J'étais persuadé que j'étais capable de rééduquer ça. Parce que je voyais de la progression, parce que du coup, je m'étais investi, mais 300%. Je me rappelle que je travaillais jusqu'à très tard pour faire tout ce qu'il fallait, donc lui donner du temps, d'avoir une progression assez légère, toute douce, pour que. Puis j'avais essayé différentes techniques, et j'avais quelques bons résultats. Il y avait une bonne progression. Mais je pense que j'aurais dû arrêter plus tôt. Et tout de suite forcer à une réorientation comme on l'a fait, qui a très bien marché, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Audrey, c'est une chaîne de médiation. Et effectivement, j'ai jamais voulu la réformer parce que je savais que cette chaîne-là, elle avait quelque chose vraiment d'unique, avec vraiment quelque chose de spécial. Finalement, on a bien fait de la réorienter, mais mon regret, c'est de ne pas avoir fait plus tôt, c'est d'avoir poussé. Grâce aux collègues, grâce au travail d'équipe, j'ai arrêté quoi. Mais c'est pas une honte. Mais bon, je pense que ça fait partie du métier d'éducateur, de chien guide. Comme on est sur de l'humain, comme on est sur du vivant, on peut faire des erreurs, et puis ça apprend pour les prochains quoi. C'est ce que j'allais dire, on apprend de ses erreurs au final. Voilà. Alors après, finalement, ça n'a pas eu de conséquences trop graves, mais c'était à la fois un très bon souvenir et à la fois un très mauvais. Voilà. Sinon, pour la petite anecdote marrante, j'ai encore une fois, je peux te parler de Jaguar parce que c'est un chien qui m'a marqué. Alors moi, c'était dans un bus, j'étais avec Jaguar, et Jaguar, au début, il bavait énormément. Mais quand je te dis énormément, c'était vraiment, tu avais des filets de bave qui coulaient par terre quand il marchait. Et je me rappelle que dans le bus, il y avait un peu de monde,
Et donc on était au milieu du bus tranquillement, et puis il s'est mis à se secouer, et puis du coup ça a envoyé des jets de bave partout dans le bus, mais vraiment c'était une explosion. Et, et je vois une personne qui était face à moi, qui était assez proche de moi, et je vois vraiment un filet de bave qui passe entre nous deux et qui vient se scotcher sur la vitre. Et je me rappelle encore très bien son regard, qui me regarde moi, qui regarde le filet de bave et qui me re-regarde moi et qui me dit oh là là, il est violent ce chien, quoi, dans le sens où vraiment c'était immonde. Donc au fond de moi j'étais entre le fou rire et le honte un petit peu. Et donc ouais, voilà, c'était un petit souvenir marrant. Que d'aventure avec Jaguar, en tout cas. Jaguar, sacré Jag. Bon, et pour équilibrer un peu tout ça, est-ce que tu pourrais nous raconter ta ou tes plus grandes fiertés avec un ou des plusieurs chiens que tu as eu, notamment en éducation? Pour les fiertés, je crois que c'est chaque remise, hein. Si ça se passe bien, on est très fiers. Ça se passe pas toujours bien, et c'est ça qui fait aussi que ce métier est formidable, hein, parce que c'est pas de la science, c'est pas. Je crois que comme je te l'expliquais un peu avec Mayotte, je crois que c'est toute l'école qui parfois on tombe pas le pile poil comme il faudrait, on peut faire des erreurs d'appréciation, etc. On essaye d'être le plus précis possible, d'être le plus professionnel possible, mais parfois on peut mise à côté, mais alors quand ça marche, ce qui est quand même la majorité du temps, hein, je te rassure, on est très fiers. Mais je crois que c'est une fierté qui se partage avec toutes les équipes, hein, parce que moi je suis fier, mais je suis pas la personne qui remet le chien guide, parce que c'est vraiment une chaîne de solidarité, hein. Ça part de la famille d'élevage. D'ailleurs, je crois qu'il y a Corinne qui est dans ton podcast, avec qui j'avais travaillé une fois quand elle était famille d'accueil. Et puis ensuite, voilà, tous les éducateurs de l'élevage jusqu'aux familles d'accueil. Et puis en même temps, on travaille en parallèle avec les instructeurs de locomotion qui éduquent les personnes déficientes visuelles à la canne et puis à l'orientation, les moniteurs, les éducateurs, puis le personnel administratif, les gens du suivi, les animaliers. Et je crois que cette chaîne-là, cette solidarité, c'est à chaque remise, c'est une fierté collective, quoi. Si je devais en citer une, effectivement, la remise de Jaguar, c'était une remise particulière, où j'ai pu justement faire de la langue des signes et en même temps faire mon métier, ce qui m'a beaucoup plu. J'étais très fier de ma première remise de Jinka, avec une personne qui est exceptionnelle. La maîtresse de Jinka, c'est une personne vraiment que j'admire énormément, qui est très courageuse, mais qui est à la fois humble, simple. C'était particulier avec Jinka, parce que c'était vraiment ma première remise. Donc, j'imagine que dans sa petite tête, elle allait se dire qui c'est ce mec qui est derrière moi? Bon, t'inquiète pas, je vais gérer tout seul, parce que j'ai l'impression que toi, t'es un petit peu sous l'eau là. Et donc je pense que Jinka, c'était une de mes premières chiennes où je me suis dit, waouh, c'est quand même fort, quoi, le chien guide, quoi. C'est qu'elle s'est dit, bon, ok, j'ai compris ma mission, je vais faire ça bien maintenant et tout. Donc c'était très émouvant aussi. Après, je suis fier de la remise je suis fier, encore une fois, hein, c'est toute l'équipe de l'école des chiens guides de Paris, je pense, qui est très fière de la remise de Loya. Parce que c'était une chienne qui était quand même très particulière et qui était limite. On se demandait vraiment si elle pouvait être chien guide ou pas. Et notamment par rapport à la taille d'Arthur. Arthur, c'est quand même un grand gaillard qui est très grand. Et du coup, Loya était une chienne qui était petite. Donc on s'est dit, pour les obstacles en terre, ça va être quand même compliqué. Et donc c'était un beau challenge. Et on l'a réalisé, encore une fois, grâce à toute l'équipe, mais aussi grâce à Arthur, qui a fait aussi un travail après la remise incroyable. Et c'était un pari qui était risqué, un peu plus risqué que les autres, mais qui a bien marché. Donc je crois que toute l'école peut être très fière, quoi, très fière de ça. Moi, je suis fier aussi. La fierté, c'était vraiment de faire partie de cette communauté, de faire partie de cet élan de solidarité que. L'école de Paris, c'est comme en Irlande, mais Paris, c'est quand même assez particulier, parce que c'est quand même une école, assez stressante. Alors quand je dis stressante, c'est dans le positif du terme, du mot. C'est quand même de par sa ville, hein, la ville de Paris est très stressante déjà,
mais en plus c'est une ville où il y a énormément de demandes, il y a énormément de gens, énormément de déficients visuels qui attendent un chien guide. Donc il y a une sorte comme ça de culture d'employés à l'école des chiens guides qui se démènent, quoi, qui vraiment courent partout. C'est sûr. Encore ici, moi on m'appelle le coureur parce que quand je vais chercher mon harnais, j'y vais en courant. C'est vraiment cette envie, cette passion à l'école de Paris où on se dit t'as pas de temps de traîner, quoi. Donc ça, c'est à la fois très formateur. Et ça dépote. Et puis ils sont à fond. Donc moi j'étais très fier d'être dans cette équipe-là, de gens qui se donnaient à 400% pour aider avec beaucoup d'humilité, hein, parce qu'on change pas non plus le monde, hein, on n'invente pas un vaccin. Mais voilà, si on peut améliorer un petit peu le déplacement d'une personne déficiente visuelle, on en était tous très très fiers. En tout cas, beaucoup de fierté et on voit en tout cas que tu es très très passionné par ce métier et que tu n'es pas prêt de t'arrêter, je pense. Non. Ou alors cas de force majeure, mais en tout cas, merci vraiment pour ton témoignage et pour tous ces moments, toutes ces expériences partagées, parce qu'on a une vision, ça fait partie des métiers, je pense. Alors moi, j'ai du coup un peu visé les deux, mais avec le métier de vétérinaire qui sont des métiers passion et des métiers qu'on a l'impression de connaître, je dirais, de l'extérieur et qu'on connaît très peu quand on discute avec des gens qui sont à l'intérieur, si j'ai envie de dire. Donc merci pour ton témoignage qui est très très précieux. Et puis le temps a vraiment filé, donc il me reste vraiment qu'à te remercier à nouveau et à te souhaiter une très bonne continuation en espérant qu'on puisse se croiser un jour quand tu passeras à l'occasion en France. Ouais. Et puis qu'on puisse de vive voix en rediscuter ensemble, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et on pourrait encore en parler des heures. Ok, ouais, pourquoi pas. Merci beaucoup à toi, Estelle. Merci pour ce que tu fais, merci pour ton engagement envers le mouvement du chien guide. Et puis j'espère que tes auditeurs, merci aussi à tes auditeurs de s'intéresser à ce beau mouvement. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt, salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci encore à Thibaut pour son précieux témoignage. Et merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article synthétique et illustré de cet épisode avec Thibaut sur mon blog futurchienguide.fr pour découvrir notamment le grand jaguar et encore la belle Mayotte. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @futurchienguide, ou via un avis sur Apple Podcasts. C'est toujours un plaisir de les découvrir. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. Pour terminer, il semblerait qu'on n'ait pas fini d'entendre parler de Loya. Alors à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.